lorsque le gouvernement fédéral décida de démanteler l'un des clubs de motards les plus redoutés d'Amérique, il était loin d'imaginer que la véritable destruction viendrait de l'intérieur. Le club des Mongols avait survécu à des décennies de rivalité, de violence et de pression policière, avant d'être presque anéanti par un coup de téléphone passé en état d'ivresse et la vengeance d'une épouse. La suite des événements choqua tous les protagonistes et changea à jamais l'histoire des clubs de motards. Les fondements du pouvoir. Comment Lil Dave a bâti son empire. Le Mongols Motorcycle Club n'était pas un simple groupe de motards du week-end qui a dérapé. Cette organisation a émergé des rues difficiles d'East Los Angeles à la fin des années 1960, lorsque les motards hispaniques se sont retrouvés largement exclus des Hells Angels, un groupe majoritairement blanc. Ce qui avait commencé comme une réaction à cette exclusion est finalement devenu l'un des clubs de motards hors la loi les plus redoutés et respectés au monde. David Santillan, plus connu sous le nom de Lil Dave, n'est pas devenu leader par hasard. Lorsqu'il a pris les rênes des Mongols, le club traversait une crise d'identité. Des années de conflits internes, de pression juridique et d'un manque de vision claire avaient amené de nombreux membres à s'interroger sur la signification de porter l'écusson des Mongols. Le club s'était éloigné de son identité première. La fraternité de la route, le grondement des moteurs Harley et les liens indéfectibles forgés lors de virées partagées et dans un respect mutuel. Mais voici ce que personne ne savait à l'époque. Ces efforts de reconstruction allaient remplacer Lil Dave dans une situation où une simple conversation suffirait à anéantir tout son travail. Le succès même qu'il avait bâti allait devenir le terreau de soupçons qui déchirerait le club de l'intérieur. Lil Dave comprit que le club devait revenir à l'essentiel. Sa première initiative majeure fut de relancer les virées et les rassemblements mensuels à moto, abandonnés durant les années de chaos. Il ne s'agissait pas de simples balades le week-end, mais d'événements organisés qui réunissaient des membres de différentes sections, réaffirmant ainsi que, malgré leurs activités illégales, ils étaient avant tout des motards. Le vrombissement de dizaines de motos dévalant l'autoroute en formation envoyait un message clair aux clubs rivaux et aux forces de l'ordre. Les Mongols étaient unis et ils n'allaient pas se laisser faire. La restructuration allait bien au-delà de l'organisation de virées. Lil Dave avait compris que le respect dans le monde des motards hors la loi reposait sur un mélange de crainte et d'admiration. Il commença à établir des règles strictes de conduite pour les membres, tant au sein du club qu'en public. La discipline devint la pierre angulaire de son style de leadership, mais il ne s'agissait pas d'un autoritarisme brutal qui brise le moral. Au contraire, il créa un système où la loyauté était récompensée et la déloyauté punie promptement et sans appel. Sous son impulsion, les Mongols développèrent une hiérarchie sophistiquée, comparable à celle des plus grandes entreprises. Chaque section disposait de rôles de leadership clairement définis, et la communication entre les différentes régions devint fluide et efficace. Cette organisation permit au club de coordonner ses activités dans plusieurs États tout en préservant l'esprit de camaraderie qui faisait le succès des clubs de motards auprès de leurs membres en quête de fraternité et d'appartenance. La transformation ne s'est pas limitée à l'interne. Lil Dave avait compris que dans le monde des motards hors la loi, l'image était primordiale. Il s'est efforcé de cultiver l'image des Mongols comme un groupe sérieux, professionnel et redoutable. Cela impliquait de prêter attention à des détails que d'autres chefs de club pouvaient négliger. La tenue vestimentaire des membres lors des événements publics, leurs interactions avec les forces de l'ordre lors des contrôles routiers et leur comportement dans les bars et autres établissements fréquentés par des clubs rivaux. Ce soin apporté à la gestion de leur image a permis aux Mongols de gagner le respect des autres clubs de motards hors la loi.
Dans un monde où la réputation pouvait faire basculer la coexistence pacifique vers un conflit violent, l'approche de Lil Dave était à la fois pragmatique et efficace. Le club a commencé à être perçu comme un acteur majeur de la scène motarde hors la loi, capable de tenir tête à des organisations établies comme les Hells Angels et les Outlaws. Le succès de ces efforts se manifesta dans la façon dont les autres clubs commencèrent à traiter les Mongols. L'attitude méprisante qu'ils avaient adoptée envers cette organisation relativement jeune fit place à un respect prudent. Les invitations aux grands rassemblements et événements motocyclistes se firent plus fréquentes. D'autres dirigeants de clubs commencèrent à prendre contact pour établir des accords territoriaux et des pactes de respect mutuel. Pour Lil Dave, ces évolutions confirmaient l'efficacité de sa stratégie. Pourtant, le succès dans le monde des motards, hors la loi, n'est pas sans difficulté. À mesure que les Mongols gagnaient en puissance et en influence, ils attiraient également l'attention des forces de l'ordre. Le FBI, l'ATF et les services de police locaux ont commencé à consacrer davantage de ressources à la surveillance des activités du club. Cette surveillance accrue allait devenir une présence constante dans la vie des membres des Mongols, influençant tous les aspects de leur vie, de leur lieu de réunion à leur mode de communication. Cette attention croissante des forces de l'ordre allait finalement mener à une relation que personne n'aurait pu prédire, celle entre Lil Dave et un agent fédéral qui allait finalement fournir à ses ennemis l'arme dont ils avaient besoin pour le détruire. Naviguer dans les eaux dangereuses de la culture hors la loi, diriger un club de motards hors la loi exige des compétences uniques que la plupart des gens n'ont jamais à acquérir. Lil Dave devait constamment jongler avec des exigences et des pressions contradictoires qui auraient anéanti un chef moins déterminé. D'un côté, ses propres membres, chacun avec sa personnalité, ses ambitions et ses problèmes. Certains étaient des motards du week-end qui avaient rejoint le club pour la camaraderie et le prestige, tandis que d'autres étaient des criminels endurcis qui voyaient dans le club une couverture pour leurs activités illégales. Gérer ces différents types de membres exigeait des qualités diplomatiques précieuses dans toute organisation. Lil Dave devait maintenir l'intérêt des motards du week-end et leur donner le sentiment d'être valorisés, tout en veillant à ce que les membres les plus enclins à la criminalité n'attirent pas inutilement l'attention sur l'ensemble de l'organisation. Cet exercice d'équilibriste se traduisait par d'innombrables petites décisions. À quels événements participer? Quel territoire revendiquer? Comment réagir aux provocations des clubs rivaux? Et quand résister aux pressions des forces de l'ordre? La menace des clubs rivaux était constante et multiforme. Les Hells Angels, forts de leur décennie d'expérience et de leur rayonnement international, considéraient l'influence grandissante des Mongols avec suspicion, voire hostilité. Les conflits territoriaux pouvaient dégénérer en violence sans prévenir, passant de simples échanges verbaux à des affrontements violents. Bagarres dans les bars, confrontations sur les autoroutes et même attaques contre les locaux des clubs faisaient partie intégrante de la réalité à laquelle Lil Dave devait faire face. Ces conflits ne se résumaient pas à une question d'orgueil ou de machisme, même si ces éléments étaient indéniablement présents. Le contrôle du territoire impliquait souvent le contrôle d'activités illégales lucratives, réseaux de trafic de drogue, rackets et jeux clandestins. Lorsque les Mongols étendaient leur influence sur de nouvelles régions, ils ne se contentaient pas de revendiquer un territoire symbolique. Ils risquaient de perturber des organisations criminelles bien établies que d'autres avaient mis des années à développer. La complexité de ces relations obligeait Lil Dave à endosser un rôle de diplomate, en plus de celui de chef de club. Les négociations avec les autres clubs exigeaient un respect scrupuleux du protocole et une grande courtoisie. Un mot de travers
ou une insulte perçue pouvait déclencher des conflits aux conséquences potentiellement graves, voire mortelles, pour les membres des deux camps. L'enjeu de ces interactions était toujours considérable et la marge d'erreur quasi inexistante. La pression des forces de l'ordre complexifiait encore davantage chaque décision. Des agences fédérales comme l'ATF et le FBI avaient clairement indiqué qu'elles considéraient les clubs de motards hors la loi comme des entreprises criminelles à part entière et non comme des organisations légitimes. De ce fait, des activités parfaitement légales pouvaient être perçues avec suspicion et faire l'objet d'un examen minutieux afin de déceler d'éventuels liens avec le crime organisé. Réunions, sorties et événements sociaux du club devaient tous être planifiés en partant du principe que les forces de l'ordre pouvaient être surveillées. La pression s'étendait également aux membres individuels. Les contrôles routiers devenaient autant d'occasions pour la police de recueillir des renseignements sur les activités du club. Les membres se retrouvaient sous surveillance, leurs déplacements suivis et leurs associés identifiés. Certains furent approchés par des agents des forces de l'ordre qui espéraient les recruter comme informateurs. Cette pression constante créa un climat de paranoïa et de suspicion que Lil Dave dut gérer avec précaution pour éviter qu'il ne détruise le club de l'intérieur. La prison était une possibilité constante pour les chefs et les membres du club. Nombre de Mongols se sont retrouvés inculpés pour des délits allant de simples infractions liées à la drogue à des crimes violents graves. Lil Dave lui-même a purgé une peine de prison, une expérience qui lui a valu la confiance des membres, qui valorisait la force de caractère et la capacité à assumer les conséquences de la vie hors la loi. Son choix d'assumer ses responsabilités et de purger sa peine sans se plaindre a renforcé son image de leader qui n'exigeait pas de ses membres qu'ils prennent des risques qu'il n'était pas prêt à prendre lui-même. Mais ce que Lil Dave ignorait, c'est que chaque interaction avec les forces de l'ordre, chaque conversation avec les agents fédéraux, chaque tentative de résolution diplomatique des conflits était surveillée et enregistrée par des personnes qui se serviraient plus tard de ces mêmes efforts contre lui. Le gouvernement fédéral était en train de constituer un dossier qui menacerait non seulement les membres individuels, mais l'existence même de l'organisation. L'étau fédéral se resserre. L'intérêt du gouvernement fédéral pour les Mongols ne date pas d'hier. Ce qui avait commencé comme une simple surveillance d'un club de motards régional s'est progressivement transformé en l'une des enquêtes les plus vastes et les plus longues de l'histoire de la lutte contre les clubs de motards hors la loi. Le bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs, ATF, a pris les devants, consacrant des ressources considérables à comprendre et finalement à démanteler ce qu'il considérait comme une organisation criminelle se faisant passer pour un club de motards. L'enquête qui allait finalement menacer l'existence même des Mongols débuta par des opérations à petite échelle, ciblant des membres soupçonnés de crimes spécifiques. Trafiquants de drogue, trafiquants d'armes et personnes soupçonnées de participation à des crimes violents se retrouvèrent donc sous surveillance et faisaient l'objet d'enquêtes. Les forces de l'ordre commencèrent à remarquer un schéma récurrent. Nombre de ces criminels étaient également membres des Mongols et leurs activités illégales semblaient coordonnées par le biais des structures et des relations au sein du club. Les enquêteurs fédéraux ont élaboré une théorie qui allait guider leur approche pendant plus d'une décennie. Les Mongols n'étaient pas simplement un club de motards, dont les membres commettaient des crimes, mais bien une organisation criminelle qui utilisait la structure d'un club de motards pour faciliter et dissimuler des activités illégales. Cette distinction était cruciale car elle a permis d'utiliser des lois fédérales puissantes conçues pour lutter contre le crime organisé. La loi RICO, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act,
est devenue l'arme principale de l'arsenal fédéral contre les Mongols. Créée initialement pour lutter contre la mafia et d'autres groupes criminels organisés traditionnels, la loi RICO permet aux procureurs de poursuivre des individus non seulement pour des crimes spécifiques qu'ils ont commis, mais aussi pour leur participation à des activités de racket au sein d'une entreprise criminelle. Pour les clubs de motards hors la loi, cela signifiait qu'être membre pouvait potentiellement être considéré comme une participation à un complot criminel. Pour constituer un dossier en vertu de la loi RICO, il était nécessaire de fournir des preuves substantielles d'une entreprise criminelle organisée. Les enquêteurs fédéraux devaient donc documenter non seulement les crimes individuels, mais aussi la structure organisationnelle qui aurait facilité leur commission. Cette exigence a nécessité des années de surveillance, d'écoute téléphonique et d'infiltration afin de comprendre le fonctionnement interne des Mongols. Les opérations d'infiltration sont devenues un élément central de l'enquête. Les agents de l'ATF ont passé des mois, voire des années, à se forger de fausses identités et à gagner la confiance des membres des Mongols. Ces opérations, dangereuses et complexes, exigeaient des agents qu'ils participent aux activités du club, tout en recueillant secrètement des preuves d'activités criminelles. Le traumatisme psychologique subi par les agents infiltrés était considérable car ils devaient maintenir leur fausse identité tout en étant témoins et parfois même acteurs d'activités illégales. L'ampleur de la surveillance était stupéfiante. Les conversations téléphoniques étaient enregistrées, les SMS surveillés et les échanges de courriels analysés. Des équipes de surveillance physique suivaient les déplacements des dirigeants et des membres du club. Les relevés financiers étaient scrutés à la loupe afin de déceler tout blanchiment d'argent ou revenus inexpliqués. Même les publications et les photos sur les réseaux sociaux étaient collectées et analysées pour y déceler des indices d'activité criminelle. Ce niveau d'enquête a nécessité la coordination de plusieurs agences fédérales, ainsi que des forces de l'ordre étatiques et locales. La complexité de la gestion d'une opération d'une telle ampleur, tout en assurant la sécurité et en prévenant les fuites, était considérable. Des centaines de membres des forces de l'ordre ont participé à différents aspects de l'enquête pendant les années qu'a duré son élaboration. Le coût humain de cette longue enquête fut considérable pour toutes les personnes impliquées. Les membres des Mongols et leurs familles vivaient sous surveillance constante, sans jamais savoir quand ils risquaient d'être arrêtés ou quand leur domicile serait perquisitionné. Le stress engendré par cette situation a pesé lourdement sur les relations et la santé mentale au sein de l'organisation. Certains membres ont quitté le club plutôt que de continuer à vivre sous une telle pression, tandis que d'autres sont devenus de plus en plus paranoïaques et méfiants envers quiconque collaborait avec les forces de l'ordre. Pour les agents fédéraux impliqués, l'enquête devint une obsession dévorante qui envahit leur vie professionnelle. L'agent Johnson, qui allait devenir une figure centrale de la controverse autour de l'île Dave, consacra des années de sa carrière presque exclusivement aux Mongols. Sa connaissance approfondie de l'organisation et de ses membres fut à la fois un atout pour l'enquête et, finalement, une source de complications imprévues. Personne ne se doutait alors que cette enquête approfondie allait créer les conditions de la trahison la plus dévastatrice du club. Non pas de la part d'un agent infiltré ou d'un informateur retourné, mais de l'intérieur même de l'organisation, déclenchée par des relations personnelles qui ont mal tourné. La relation qui a tout changé, l'île Dave et Agençon, dans le monde des clubs de motards hors la loi. Rares sont les relations aussi complexes et potentiellement dangereuses que celles qui unissent les chefs de club aux agents des forces de l'ordre chargés de les enquêter. La relation entre l'île Dave et l'agent de l'ATF, Johnson, a évolué au fil des années d'enquête et de surveillance pour devenir une relation difficile à définir.
Ce qui avait commencé comme une simple confrontation entre un suspect et un agent fédéral s'est progressivement complexifié, devenant la source d'accusations et de soupçons qui allaient ruiner le leadership de l'île de Dave et mettre sa vie en danger. L'agent Sun avait consacré la majeure partie de sa carrière à enquêter sur les clubs de motards hors la loi. Mais l'affaire des Mongols devint sa spécialité et, à bien des égards, une véritable obsession. Il étudia l'organisation avec l'intensité d'un chercheur universitaire, s'intéressant non seulement à leurs activités criminelles, mais aussi à leur culture, leurs traditions et leurs dynamiques internes. Sa connaissance du club était encyclopédique, s'étendant jusqu'aux détails de la personnalité de chaque membre, à leurs liens familiaux et à leur histoire personnelle. Cette connaissance approfondie a fait de Son un enquêteur incroyablement efficace, mais elle a également créé une dynamique inhabituelle dans ses interactions avec les membres du club, en particulier Lil Dave. Contrairement aux autres agents des forces de l'ordre qui traitaient tous les membres des Mongols comme des criminels à arrêter, Son a développé qu'il décrivait comme un respect professionnel pour l'organisation du club et pour les qualités de leader de Lil Dave. La relation entre les deux hommes s'est développée progressivement, au fil des années, au gré de leurs rencontres lors de divers événements motocyclistes, de procédures judiciaires et d'exécution de mandats de perquisition. Ce qui avait commencé comme un respect mutuel, certes réticent, a évolué vers une relation quasi professionnelle entre adversaires, qui comprenait et appréciait même les compétences et l'engagement de l'autre envers leurs causes respectives. Lil Dave avait bien compris que Son était différent des autres agents fédéraux. Alors que la plupart des forces de l'ordre le traitaient avec un mépris à peine dissimulé, Son conservait une attitude professionnelle qui reconnaissait l'intelligence et le sens de l'organisation de Lil Dave. Ce respect était suffisamment inhabituel pour être remarquable dans le monde des motards, hors la loi, où la plupart des interactions avec les forces de l'ordre étaient marquées par une hostilité réciproque. De son côté, Son trouva en Lil Dave un sujet digne de son attention professionnelle. La capacité du chef des Mongols à maintenir la discipline et la loyauté au sein d'une vaste organisation géographiquement dispersée impressionna l'agent, alors même qu'il s'efforçait de rassembler des preuves qui serviraient finalement à poursuivre cette même organisation. Son comprit que démanteler les Mongols exigerait bien plus que de simples arrestations pour des crimes spécifiques. Il faudrait comprendre et perturber la structure de direction qui assurait la cohésion de l'organisation. Les avantages pratiques de leur relation atypique se sont révélés lors de plusieurs incidents où des violences auraient pu éclater entre les membres du club et les forces de l'ordre. Son pouvait communiquer directement avec Lil Dave pour désamorcer les situations potentiellement dangereuses, et Lil Dave pouvait utiliser ces échanges pour démontrer à ses membres qu'il était capable de défendre les intérêts du club par la négociation plutôt que par la confrontation. Ces échanges servaient les intérêts des deux hommes, mais ils ont aussi jeté les bases de futurs problèmes. Dans le monde fermé des clubs de motards, hors la loi, toute communication régulière entre un chef de club et un agent fédéral était forcément suspecte. Les membres qui observaient ces échanges, sans en connaître le contenu, se demandaient naturellement de quoi il était question et si leur chef partageait des informations avec les forces de l'ordre. La complexité de leur relation s'est accentuée au fil du temps, les deux hommes devant faire face à des pressions personnelles et professionnelles liées à l'enquête en cours. Son subissait la pression de sa hiérarchie pour obtenir des résultats dans ce qui devenait l'une des enquêtes les plus coûteuses et les plus longues de l'histoire de l'ATF. Lil Dave, quant à lui, devait gérer la méfiance croissante des membres du club, qui se demandaient si ses communications avec les forces de l'ordre étaient appropriées pour un dirigeant de club. Aucun des deux hommes ne comprenait pleinement comment leur relation était perçue par autrui.
jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour répondre aux inquiétudes grandissantes. Ce qu'ils considéraient comme une communication professionnelle fondée sur le respect mutuel était interprété par d'autres comme la preuve d'une collaboration inappropriée. L'ambiguïté de leurs échanges laissait place à l'interprétation, et dans le milieu paranoïaque des clubs de motards, hors la loi, les pires interprétations finissaient souvent par être acceptées. Ce que personne n'avait anticipé, c'est que cette relation, fondée sur un respect professionnel mutuel et une nécessité pratique, deviendrait finalement l'arme qui détruirait la réputation des deux hommes et manquerait de peu de détruire l'un des clubs de motards les plus puissants d'Amérique. Le procès qui a secoué le monde de la moto, le 30 octobre 2018, a marqué le début de ce qui allait devenir l'un des plus importants combats judiciaires jamais menés contre un club de motards hors la loi. Le tribunal fédéral de Santa Ana, en Californie, est devenu le théâtre d'une bataille où les procureurs allaient tenter de prouver que le Mongols Motorcycle Club n'était pas une organisation légitime, mais une entreprise criminelle méritant d'être démantelée en vertu des lois fédérales sur le racket. L'ampleur des accusations était stupéfiante par son ambition. Les procureurs fédéraux ne se contentaient pas de poursuivre les membres individuellement pour des crimes spécifiques. Ils avaient monté un dossier visant à s'attaquer à l'existence même de l'organisation. L'acte d'accusation comprenait des charges liées au meurtre, au trafic de stupéfiants, aux infractions à la législation sur les armes et aux voies de fait. Mais la plus importante était celle de complot en vertu de la loi RICO, qui présentait le club tout entier comme une entreprise criminelle. Ce qui rendait cette affaire sans précédent, c'était la tentative du gouvernement de s'emparer de la marque et de la propriété intellectuelle du club, les considérant comme le produit d'activités criminelles. Le logo des Mongols, un dessin représentant une figure ressemblant à Gengis Khan à moto, n'était pas qu'un simple symbole pour les membres du club. Il faisait partie intégrante de leur identité. Le gouvernement estimait que ce logo avait servi à faciliter des activités criminelles et devait donc être confisqué au profit de l'État fédéral, au même titre que tout autre bien issu d'activités illégales. La théorie juridique sous-jacente à cette approche était novatrice et controversée. Les procureurs soutenaient que l'écusson et le logo n'étaient pas de simples symboles d'appartenance, mais de véritables outils d'intimidation des victimes et de facilitation des activités criminelles. Selon cette théorie, lorsqu'un membre des Mongols portait l'écusson au moment de commettre un crime, la réputation et la crainte associées à l'organisation devenaient partie intégrante de l'acte criminel lui-même. Pour les Mongols, il ne s'agissait pas seulement d'un défi juridique, mais d'une menace existentielle. Perdre le droit d'utiliser leur écusson et leur logo signifierait la fin de l'organisation telle qu'ils la connaissaient. Les membres qui s'étaient en fait tatouer le logo se retrouveraient potentiellement porteurs de symboles illégaux. Les locaux affichant l'écusson pourraient être saisis. L'impact psychologique de la perte de ces symboles serait dévastateur pour une organisation fondée sur la tradition et une identité partagée. Lil Dave s'est investi corps et âme dans la défense, avec la détermination d'un homme luttant pour sa survie. Il a collaboré étroitement avec l'équipe juridique, dirigée par l'avocat Joseph Yanni, afin d'élaborer une stratégie visant à contester à la fois les accusations criminelles spécifiques et la théorie juridique plus générale invoquée pour attaquer l'organisation. La défense était confrontée à une tâche ardue face à des procureurs qui avaient passé des années à préparer leur dossier et disposaient de ressources quasi illimitées. L'accusation s'appuyait largement sur des preuves recueillies au fil d'années de surveillance, d'écoute téléphonique et d'opérations d'infiltration. Elle a présenté des enregistrements de conversations entre membres du club évoquant des activités criminelles,
des documents financiers faisant état de revenus inexpliqués et des témoignages de témoins ayant collaboré avec l'organisation. L'accumulation de preuves était accablante, dressant le portrait d'un groupe criminel sophistiqué, se faisant passer pour un club de motards. Les enregistrements qui semblaient montrer les dirigeants du club, dont Lil Dave, discutant d'activités criminelles en langage codé et prenant des décisions concernant des conflits territoriaux ayant dégénéré en violence, étaient particulièrement accablants. L'accusation a soutenu que ces conversations prouvaient l'existence d'une structure hiérarchique dirigeant les activités criminelles au sein de l'organisation. La stratégie de la défense consistait à contester l'interprétation de ces preuves et à démontrer que le gouvernement confondait comportements criminels individuels et activités criminelles organisées. Yanni a soutenu que, même si certains membres des Mongols avaient indubitablement commis des crimes, cela ne prouvait pas que l'organisation elle-même était une entreprise criminelle. Il a souligné que de nombreuses organisations légitimes comptaient des membres qui se livraient à des activités illégales à l'insu et sans l'approbation de l'organisation. Tout au long du procès, la relation entre Lil Dave et l'agent Sun a alimenté les spéculations et les inquiétudes. Les avocats de la défense devaient décider de faire témoigner Sun, sachant que son témoignage risquait de révéler l'étendue de ses échanges avec leurs clients. Le choix de ne pas le faire témoigner allait par la suite susciter la suspicion et la controverse au sein du club. Lorsque le jury a finalement rendu son verdict, le résultat a été dévastateur pour les Mongols. L'organisation a été reconnue coupable de complot en vertu de la loi RICO, confirmant ainsi la thèse du gouvernement selon laquelle il s'agissait d'une entreprise criminelle. Cette condamnation entraînait non seulement des sanctions pénales, mais aussi la confiscation potentielle de la marque et du logo, élément essentiel de l'identité du club. L'amende de 500 000 $ était conséquente, mais gérable pour une organisation comptant des membres dans tout le pays. La véritable menace résidait dans la procédure de confiscation civile, qui devait déterminer si le gouvernement pouvait s'emparer de la propriété intellectuelle du club. Pour la première fois dans l'histoire juridique américaine, le gouvernement fédéral tentait de facto d'interdire un club de motards en lui retirant ses symboles et son identité. Mais ce que Lil Dave ignorait, c'est que sa gestion méticuleuse de la stratégie de défense, notamment ses communications avec l'agent Sun tout au long du processus, avait suscité des soupçons au sein de sa propre organisation qui se révéleraient bien plus dangereux que n'importe quelle poursuite gouvernementale. Quand les frères se retournent les uns contre les autres, le procès qui a suivi a créé un climat de tension extrême au sein des Mongols. Les membres, qui subissaient depuis des années la surveillance et le harcèlement des forces de l'ordre, devaient désormais faire face au stress supplémentaire de la possible perte de leur identité de club. En réalité, chaque fois qu'ils portèrent leurs écussons ou arboraient les symboles du club, ils risquaient d'enfreindre la loi fédérale. Cette incertitude juridique a alimenté la suspicion et la paranoïa. Les membres ont commencé à remettre en question chaque aspect du procès et les décisions prises par la direction durant la procédure. L'absence de certains témoins, dont l'agent Sun, est devenue une source d'inquiétude croissante. Certains se demandaient si ces décisions étaient fondées sur des bases juridiques solides ou si d'autres facteurs entraient en jeu. Lil Dave se trouvait dans une situation inextricable. En tant que chef de l'organisation, il était responsable de la stratégie juridique qui, en fin de compte, n'avait pas permis d'empêcher la condamnation. Les membres attendaient de lui des explications sur les choix de la défense et sur les démarches à entreprendre pour faire appel du verdict et contester la procédure de confiscation. Le stress lié à la direction d'une organisation soumise à une telle pression juridique et financière a commencé à peser lourdement sur Lil Dave. Le poids de la responsabilité quant à l'avenir du club, conjugué à la menace constante de nouvelles poursuites judiciaires, a engendré un fardeau psychologique
immense. Les membres et leurs familles se tournaient vers lui pour trouver réconfort et soutien durant l'une des périodes les plus difficiles de l'histoire du club. La situation était d'autant plus compliquée que Lil Dave et l'agent Son entretenaient une relation suivie. Même après le procès, les deux hommes continuèrent d'avoir des contacts occasionnels, officiellement liés à des affaires judiciaires et des appels en cours. Cependant, dans le climat de paranoïa qui a suivi la condamnation, toute communication entre le chef du club et l'agent fédéral ayant mené l'enquête était perçue avec une grande suspicion. La situation a été aggravée par le fait que de nombreux membres du club ne comprenaient pas pleinement la nature des communications entre Lil Dave et Son. Faute d'informations complètes sur ces échanges, les membres étaient réduits à spéculer sur le contenu des discussions et à se demander si de telles conversations étaient appropriées pour un responsable de club avec un agent fédéral. Certains membres ont commencé à se demander si Lil Dave avait été totalement honnête quant à ses échanges avec les forces de l'ordre pendant le procès. La décision de ne pas citer l'agent Son comme témoin a commencé à apparaître moins comme une stratégie juridique que comme une tentative de dissimuler des informations potentiellement compromettantes sur la relation entre les deux hommes. Ces soupçons étaient alimentés par la tendance naturelle des personnes stressées à chercher des explications à leurs problèmes. La condamnation et ses conséquences furent dévastatrices pour l'organisation et ses membres avaient besoin d'un coupable. Lil Dave, en tant que leader, était une cible toute trouvée, mais les soupçons dépassèrent le cadre d'une simple question de responsabilité pour s'aventurer sur un terrain plus dangereux. La culture des clubs de motards, hors la loi, tolère très peu la coopération avec les forces de l'ordre, quelles que soient les circonstances. Être un balance ou un informateur est perçu comme la pire des trahisons, pire que le vol, la violence ou toute autre transgression. La simple suggestion qu'un membre ait pu collaborer avec la police suffit à entraîner son exclusion du club et potentiellement des violences physiques. Dans ce contexte, les communications de Lil Dave avec l'agent Son suscitèrent une inquiétude et des spéculations croissantes. Les membres qui le considéraient autrefois comme un chef efficace commencèrent à se demander si son efficacité n'était pas due à une collaboration inappropriée avec l'ennemi. Le fait qu'il ait maintenu le contact avec Son même après sa condamnation sembla confirmer les pires soupçons de ses détracteurs au sein de l'organisation. Les tensions croissantes au sein du club ont instauré un climat de suspicion généralisée. Chaque décision prise par Lil Dave étant scrutée avec suspicion. Sa gestion des procédures d'appel a été remise en question, ses échanges avec les avocats scrutés à la loupe et même les décisions administratives courantes relatives au fonctionnement du club sont devenues source de controverses et de débats. Ce conflit interne correspondait précisément à l'objectif recherché par les forces de l'ordre grâce à leur stratégie de poursuite. En instaurant un climat de pression et de suspicion au sein de l'organisation, elle pouvait potentiellement amener le club à s'autodétruire sans avoir recours à des poursuites ou des enquêtes supplémentaires. Le succès de cette stratégie est devenu évident lorsque les Mongols ont commencé à se déchirer sur des questions de loyauté et de leadership. Ce que personne ne savait, c'est que la véritable explosion était encore à venir, non pas sous la pression des forces de l'ordre ou par des recours juridiques, mais suite à une trahison personnelle si dévastatrice qu'elle allait détruire en une seule nuit tout ce que Lil Dave avait construit. La nuit où tout a basculé. La vengeance d'Annie. Dans le milieu des clubs de motards hors la loi, les relations personnelles sont compliquées par la pression et la surveillance constante liées à ce mode de vie. Les épouses et compagnes des membres de ces clubs vivent dans la crainte permanente d'être arrêtées, victimes de violences, voire pire. Elles savent que leurs domiciles peuvent être perquisitionnés, leurs communications surveillées et leurs enfants potentiellement affectés par l'appartenance de leurs conjoints au club.
Pour Annie Santillan, être mariée au président des Mongols signifiait gérer toutes ces pressions, tout en assumant les responsabilités supplémentaires liées à son statut d'épouse. On attendait d'elle qu'elle préserve une certaine image au sein du club, qu'elle soutienne son mari dans son rôle de dirigeant et qu'elle gère les affaires familiales pendant qu'il s'occupait des affaires du club et des problèmes juridiques. Le stress lié à la condamnation et à ses conséquences a mis à rude épreuve le mariage des Santillan. Lil Dave était absorbé par la gestion des problèmes juridiques et financiers du club, ce qui ne lui laissait que peu de temps et d'énergie émotionnelle pour sa famille. La pression constante et l'incertitude quant à l'avenir ont engendré des tensions que même les mariages les plus solides auraient eu du mal à surmonter. La découverte de l'infidélité de son mari, par Annie, survint alors qu'elle subissait déjà un stress intense dû aux problèmes juridiques du club. La trahison de confiance que représentait son infidélité fut d'autant plus douloureuse qu'elle avait consenti d'énormes sacrifices pour le soutenir dans son rôle de dirigeant de l'organisation. Elle avait enduré des années de surveillance, de harcèlement et d'inquiétude pour finalement découvrir son infidélité durant l'une des périodes les plus difficiles de leur mariage. La combinaison d'une trahison personnelle et du stress accumulé pendant des années a créé un climat de colère et de ressentiment intense. Annie avait le sentiment d'avoir tout donné pour soutenir le club et la direction de son mari, pour finalement être trahie par celui pour qui elle avait fait le plus de sacrifices. Sa colère ne se limitait pas à l'infidélité elle-même, mais englobait tout ce qu'elle avait enduré pour soutenir un homme qui, au final, lui avait témoigné un tel manque de respect. Le problème d'alcool de Lil Dave a aggravé la situation. Au lieu de gérer le stress lié à sa condamnation et à ses conséquences de manière constructive, il s'est tourné vers l'alcool pour faire face à la pression. Ce comportement autodestructeur a non seulement démontré un manque de discernement, mais l'a également exposé à des erreurs, aux conséquences potentiellement graves pour lui-même et pour l'organisation. Le soir de l'appel téléphonique enregistré, Lil Dave était ivre et émotionnellement fragile. Sous l'effet de l'alcool et du stress, il a tenu des propos qu'il n'aurait jamais tenus en temps normal. Sa mention de la protection de l'agent son et de la nécessité d'un plan de sortie était précisément le genre de déclaration qui pouvait être interprétée comme une preuve de coopération avec les forces de l'ordre. Mais les propos tenus par Lil Dave lors de cette conversation sous l'emprise de l'alcool seraient insignifiants comparés à ce qu'Annie décida de faire de l'enregistrement. Sa décision d'enregistrer cette conversation était un accès de colère et de désir de vengeance. Elle voulait blesser son mari de la manière la plus dévastatrice qui soit, et elle savait que dans le monde des clubs de motards hors la loi, rien n'était plus dévastateur que d'être accusé de collaborer avec les forces de l'ordre. La décision d'Annie de partager l'enregistrement avec les autres membres du club était calculée pour nuire le plus possible à la réputation et à la position de Lil Dave au sein de l'organisation. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Le SMS le traitant de balance était l'arme ultime dans le contexte des clubs de motards. Annie savait que cette accusation n'allait pas seulement ternir la réputation de son mari, mais aussi potentiellement mettre sa vie en danger. Le SMS était simple mais dévastateur. En d'autres termes, c'est une balance. Dans le monde des clubs de motards hors la loi, il n'y a pas de mot plus dangereux. Des membres de ces clubs ont été tués pour des manquements à la loyauté bien moins grave que d'être accusés de collaborer avec les forces de l'ordre. Sa décision de franchir ce pas a révélé la profondeur de sa colère et de sa souffrance, mais aussi une méconnaissance des conséquences potentielles. Une fois les accusations rendues publiques au sein du club, il serait impossible de les retirer ou d'en contrôler l'interprétation. La réputation de Lil Dave serait irrémédiablement atteinte, que les accusations soient fondées ou non.
L'ironie de la situation résidait dans le fait que les actions d'Annie avaient abouti là où des années d'enquête et de poursuites fédérales avaient échoué. La destruction du pouvoir de l'île Dave de l'intérieur. Le gouvernement avait dépensé des millions de dollars et des années d'efforts pour tenter de démanteler la structure dirigeante des Mongols, mais c'est finalement une épouse blessée et furieuse, cherchant à se venger de son mari infidèle, qui y est parvenue. Ce qui suivit allait choquer même les observateurs les plus aguerris des milieux des clubs de motards et déclencher une série d'événements qui allaient détruire des relations, des réputations et des vies. L'expulsion, la procédure d'exclusion d'un membre d'un club de motards hors la loi, suit des protocoles établis visant à garantir l'équité et à prévenir les décisions hâtives, souvent motivées par des émotions passagères ou des malentendus. Ces procédures sont particulièrement importantes lorsqu'il s'agit d'accusations aussi graves que la collaboration avec les forces de l'ordre, car de telles accusations peuvent entraîner des violences à l'encontre du membre mis en cause si elles ne sont pas traitées correctement. Cependant, le caractère urgent des accusations d'Annie contre l'île Dave a engendré une situation où les procédures habituelles n'ont pas pu être respectées. La gravité des allégations, conjuguée aux tensions déjà présentes au sein du club suite à la condamnation, a créé un climat où toute délibération rationnelle s'avérait difficile, voire impossible. La direction du club a convoqué une réunion d'urgence pour examiner les accusations. En temps normal, une telle réunion aurait inclus le membre accusé et aurait suivi les procédures établies pour enquêter sur les allégations graves. Cependant, la gravité des accusations et la crainte que l'île Dave ne collabore avec les forces de l'ordre dans le cadre d'enquêtes en cours ont créé un sentiment d'urgence qui a primé sur les procédures habituelles. La décision de tenir cette réunion sans donner à l'île Dave l'occasion de se défendre a révélé une défaillance fondamentale du système de justice interne du club. Pour une organisation qui se targuait de loyauté et de fraternité, le fait de ne pas avoir permis à son leader historique de répondre aux accusations constituait une trahison de ses propres valeurs et principes. L'enregistrement de la conversation téléphonique semblait constituer une preuve manifeste de communication inappropriée avec les forces de l'ordre. Les allusions de l'île Dave à la protection de l'agent Son et à la nécessité d'un plan de sortie pouvaient aisément être interprétées comme une preuve de coopération avec les autorités fédérales. Dans le climat de paranoïa qui a suivi la condamnation, les membres du club étaient conditionnés à croire la pire interprétation possible de ces déclarations. L'avocat Joseph Yanni a joué un rôle crucial dans la procédure d'exclusion. Ces conflits persistants avec l'île Dave concernant la gestion du procès l'ont incité à soutenir les accusations portées contre son ancien client. Son expertise juridique a également contribué à crédibiliser l'interprétation des déclarations enregistrées comme preuve de coopération avec les forces de l'ordre. La rapidité avec laquelle l'exclusion a été menée reflétait la profondeur de la peur et de la colère au sein de l'organisation. Des membres qui avaient suivi l'île Dave pendant plus de 10 ans étaient soudainement prêts à le rejeter sur la base d'accusations qui n'avaient fait l'objet d'aucune enquête approfondie ni vérification. Le choc émotionnel de la conviction que leur leader les avait trahis a occulté leurs raisons et leur loyauté envers un homme qui avait servi l'organisation fidèlement pendant de nombreuses années. La procédure d'exclusion officielle a consisté à retirer à l'île Dave son insigne et à le démettre de toutes ses fonctions au sein de l'organisation. Plus grave encore, elle a entraîné sa déclaration de persona non grata auprès de l'ensemble de la communauté des clubs de motards. Cette décision l'a de fait marginalisé au sein de la seule communauté où il avait trouvé un sens à sa vie et où il avait été accepté pendant la majeure partie de son existence. L'impact psychologique d'une exclusion d'un club de motards hors la loi est incommensurable.
Pour les membres qui ont bâti leur identité autour de leur appartenance à l'organisation, l'exclusion représente une forme de mort sociale. Toutes les relations, les activités et le sentiment d'utilité lié à l'appartenance au club disparaissent brutalement, laissant le membre exclu isolé et désemparé. Pour Lil Dave, l'exclusion fut particulièrement dévastatrice car elle survint après plus de 20 ans passés à bâtir et diriger l'organisation. Son identité d'adulte était entièrement liée à son appartenance aux Mongols, et plus particulièrement à son rôle de chef. La perte soudaine de cette identité le laissa sans repère quant à qui il était et quel devait être son but dans la vie. Le moment choisi pour cette exclusion a également amplifié son impact émotionnel. Survenant juste après la condamnation et en pleine procédure d'appel, la perte de leadership a privé Lil Dave de la possibilité de continuer à se battre pour l'organisation qu'il avait mis tant d'années à bâtir. Il a été contraint d'assister, impuissant, à la prise en main par d'autres des batailles juridiques et politiques qui allaient décider de l'avenir du club. Cette expulsion a également eu des conséquences pratiques qui allaient bien au-delà du simple préjudice moral. La connaissance approfondie que Lil Dave avait du fonctionnement des clubs et ses relations avec divers contacts juridiques et politiques avaient été des atouts précieux pour contrer les accusations du gouvernement. Son éviction de la direction a anéanti ses avantages à un moment où l'organisation avait besoin de toute l'aide possible. Plus grave encore, cette exclusion a créé un précédent au sein de l'organisation, autorisant le rejet de la loyauté et de l'ancienneté sur la base d'accusations et de soupçons plutôt que de faits avérés. Cette évolution a profondément modifié la culture du club et instauré un climat de paranoïa et de peur, remplaçant la confiance et la sécurité. Mais Lil Dave n'allait pas accepter son sort en silence, et ce qu'il décida de faire ensuite allait choquer tous ceux qui étaient impliqués et révéler la vérité sur ce qui s'était réellement passé. Riposter, la bataille juridique pour la vérité et la réputation. Son exclusion des Mongols plaça Lil Dave dans une situation aussi délicate que périlleuse. Ancien chef d'un important club de motards hors la loi, accusé de collaboration avec les forces de l'ordre, il était la cible de menaces de toutes parts. Les membres actuels du club le considéraient comme un traître méritant le châtiment que le milieu criminel réservait généralement aux informateurs. Les forces de l'ordre, quant à elles, voyaient en lui un atout potentiel, susceptible de fournir des informations en échange de sa protection. Plutôt que d'accepter son sort en silence ou de chercher protection en collaborant avec les forces de l'ordre, Lil Dave a décidé de se battre contre les accusations qui avaient détruit sa vie. Ce choix exigeait un courage immense, car il impliquait de remettre en question la version des faits acceptée par le club et les forces de l'ordre. En clamant son innocence et en exigeant des preuves des allégations portées contre lui, il traitait en réalité ses accusateurs de menteurs et leur demandait de fournir des preuves à l'appui de leurs dires. La stratégie juridique pour contester les accusations exigeait une approche multidimensionnelle. Il fallait d'abord remettre en question l'interprétation de l'enregistrement téléphonique utilisé comme preuve de coopération avec les forces de l'ordre. Les déclarations semblant indiquer une coopération devaient être replacées dans leur contexte et expliquées de manière à démontrer qu'elles ne constituaient pas, en réalité, une preuve de trahison. Deuxièmement, il était nécessaire de démontrer l'absence de preuves documentaires de coopération avec les forces de l'ordre. Les agences fédérales conservent des dossiers détaillés sur leurs relations avec les informateurs confidentiels, incluant les accords formels, les paiements et les rapports d'informations fournis. L'absence de tels documents constituerait une preuve solide de l'absence de toute relation de coopération formelle. Troisièmement, il était nécessaire de fournir d'autres explications aux communications entre Lil Dave et Agent Son, qui avaient éveillé les soupçons au sein du club.
Il fallait démontrer que ces communications avaient des objectifs légitimes, n'impliquant ni le partage d'informations confidentielles, ni une coopération avec les forces de l'ordre dans le cadre d'enquêtes. La décision de contester les accusations plutôt que de les accepter ou de fuir représentait un pari risqué, aux conséquences potentiellement mortelles. Si la stratégie juridique échouait et que les accusations étaient jugées fondées par les tribunaux et le milieu criminel, Lil Dave se retrouverait dans une situation encore plus périlleuse qu'auparavant. En revanche, s'il parvenait à réfuter les accusations et à prouver son innocence, il pourrait redorer son blason et peut-être même retrouver sa place au sein de l'organisation. La procédure judiciaire qui s'ensuivrait permettrait d'examiner en détail les preuves à charge contre Lil Dave. Contrairement à la procédure interne précipitée du club qui avait conduit à son exclusion, les audiences devant le tribunal suivraient les procédures établies en matière d'examen des preuves et offriraient la possibilité de contre-interroger les témoins et de présenter des éléments contradictoires. Les enjeux de cette procédure dépassaient largement la simple réputation personnelle de Lil Dave. L'issue déterminerait également si l'organisation des Mongols pouvait se servir de ces allégations de collaboration pour faire annuler sa condamnation et éviter la perte de sa marque et de son identité. Si les accusations portées contre Lil Dave étaient avérées, cela justifierait la décision du club de l'exclure, mais confirmerait aussi que leur ancien leader les avait bel et bien trahis. Si les accusations étaient avérées fausses, cela signifierait que l'organisation avait détruit l'un de ses leaders les plus efficaces, sur la base de mensonges et de malentendus. La complexité de la situation juridique était accrue par le fait que plusieurs parties avaient des intérêts divergents quant à l'issue du procès. Le gouvernement fédéral souhaitait maintenir sa condamnation et prévenir toute contestation fondée sur des allégations de faute professionnelle du procureur ou d'utilisation de preuves viciées. L'organisation des Mongols voulait faire annuler sa condamnation tout en évitant d'admettre avoir expulsé injustement son ancien chef. Lil Dave, quant à lui, voulait laver son nom et restaurer sa réputation, quel qu'en soient les conséquences pour les autres parties. Ce que personne n'avait prévu, c'est que la vérité, lorsqu'elle a finalement éclaté devant le tribunal fédéral, serait plus choquante que quiconque ne l'avait imaginé. La vérité éclate. Témoignages et preuves devant le tribunal fédéral. Le tribunal du juge David Carter devint le théâtre d'un examen rigoureux sous serment d'années d'accusations, de soupçons et de versions contradictoires. L'audience, qui devait établir la vérité sur la prétendue collaboration de Lil Dave avec les forces de l'ordre, réunit des témoins de tous les horizons de l'affaire, agents fédéraux, membres du club, avocats et membres de la famille, au cœur de la controverse. Le témoignage de Suzanne Rachel, agente spéciale de supervision de l'ATF, a constitué le premier élément de preuve cruciale. Sa déclaration sans équivoque, selon laquelle Lil Dave n'était pas un informateur confidentiel, a eu un poids considérable compte tenu de sa position au sein de l'agence et de son accès à tous les dossiers pertinents. Les agences fédérales conservent une documentation méticuleuse de leurs relations avec les informateurs, en raison des obligations légales et financières que ces relations impliquent. L'absence de toute documentation de ce type a fortement suggéré qu'aucun accord de coopération formelle n'existait. Le témoignage de l'agente Rachel a été corroboré par des déclarations similaires d'autres agents des forces de l'ordre ayant participé à l'enquête. L'agent Omar Rodriguez, la députée Ivana Fars et le sergent Jared Lewis ont tous témoigné que leurs recherches approfondies dans les bases de données policières n'avaient révélé aucune trace indiquant que Lil Dave avait jamais été informateur ou témoin collaborateur. Ce témoignage était particulièrement important car il émanait d'agents représentant différentes agences et juridictions, confirmant ainsi indépendamment la même conclusion.
L'agent spécial du FBI, Joey Talamantz, a apporté un élément crucial au témoignage en abordant des points précis concernant le rôle de Lil Dave dans l'enquête. Sa déclaration selon laquelle Lil Dave n'était pas un complice non identifié contredisait directement les accusations portées contre l'ancien dirigeant du club. Ce témoignage a contribué à dissiper les soupçons qui pesaient sur le rôle de Lil Dave dans l'enquête fédérale. Le témoignage de Steven Stubbs, l'un des avocats de la défense qui avait représenté les Mongols lors de leur procès, a permis d'éclairer les communications entre Lil Dave et l'agent Son, qui avait suscité tant de soupçons. Stubbs a confirmé que Lil Dave lui avait parlé de sa rencontre avec Son, mais a décrit ces échanges comme des tentatives de gérer les tensions et de prévenir la violence, plutôt que comme un partage d'informations ou une coopération à l'enquête. Ce témoignage était crucial car il fournissait une explication légitime aux communications interprétées comme une preuve de coopération. Dans le milieu des clubs de motards hors la loi, prévenir la violence en communiquant avec les forces de l'ordre peut être perçu comme un acte de responsabilité plutôt que comme une trahison, surtout lorsque cela protège les membres du club d'éventuels dangers. Mais le témoignage le plus poignant est venu d'Annie Santillan elle-même, qui s'est rétractée concernant ses accusations précédentes contre son mari. Son aveu d'avoir menti sur le rôle d'informateur de Lil Dave, par colère suite à son infidélité, a clairement expliqué l'origine des accusations qui avaient ruiné son leadership. Ce témoignage était d'autant plus convaincant qu'Annie était à l'origine des accusations et n'avait aucune raison apparente de mentir sous serment pour protéger son mari, dont elle était séparée. Le témoignage d'Annie a révélé le drame humain qui se cachait derrière les conflits juridiques et organisationnels. Son récit de la douleur et de la colère qui l'avait poussé à porter de fausses accusations a permis de comprendre comment des relations personnelles et des conflits familiaux s'étaient mêlés à de graves accusations criminelles. Le fait qu'elle ait accepté d'admettre publiquement avoir menti a démontré à la fois la solidité des preuves, attestant l'innocence de Lil Dave et sa prise de conscience des graves conséquences de ses actes. Le témoignage concernant l'enregistrement de la conversation téléphonique, élément central des accusations, a nécessité une analyse approfondie afin de distinguer les propos incendiaires des preuves concrètes de coopération. Des experts et des avocats ont contribué à expliquer comment des déclarations faites lors de conversations empreintes d'émotion et sous l'influence de l'alcool pouvaient être mal interprétées et sorties de leur contexte. Les allusions à la protection et aux stratégies de fuite, qui semblèrent si accablantes, se sont avérées avoir d'autres explications ne nécessitant pas de présumer une coopération avec les forces de l'ordre. Le témoignage de l'agent Son, lorsqu'il a finalement été rendu, a confirmé l'absence de toute relation de coopération. Sa description de ses échanges avec Lil Dave a mis l'accent sur le caractère professionnel et non conspirateur de leurs interactions. Tout en reconnaissant avoir établi une relation de travail avec le dirigeant du club, il a nié que cette relation ait impliqué le partage d'informations confidentielles ou une quelconque coopération à l'enquête. L'ensemble de ces témoignages a permis de dresser un tableau clair qui contredisait les accusations ayant entraîné la chute de Lil Dave. Plusieurs sources indépendantes ont confirmé l'absence de preuves étayant les allégations de collaboration avec les forces de l'ordre. La personne à l'origine des accusations a reconnu avoir menti. Des explications alternatives ont été fournies concernant les communications et les déclarations ayant éveillé les soupçons. Ce qui est ressorti du tribunal, c'est l'histoire tragique d'une organisation qui avait détruit l'un de ses dirigeants les plus efficaces sur la base de fausses accusations, de vengeance personnelle et de malentendus qui auraient pu être évités si la raison avait prévalu. Justice retardée, mais non refusée. La décision de la Cour. Le juge Carter était confronté à une situation d'une complexité extraordinaire lorsqu'il s'agissait d'évaluer les preuves présentées lors de l'audience.
Les accusations portées contre l'île Dave avaient déclenché une série d'événements qui affectaient non seulement sa vie personnelle, mais aussi le statut juridique de toute une organisation et la validité d'une importante poursuite fédérale. Le juge devait déterminer non seulement si les accusations étaient fondées, mais aussi quelles conséquences juridiques devaient découler de ces conclusions. La complexité de la tâche du juge était accrue par le niveau de preuve requis pour chaque aspect de l'affaire. Pour que l'organisation des Mongols parvienne à ses fins en invoquant une faute du procureur, elle devait prouver non seulement que l'île Dave avait été un informateur, mais aussi que le gouvernement avait utilisé ces informations de manière inappropriée et avait omis de divulguer cette relation à la défense. Quant à l'île Dave, pour être innocenté, il devait prouver que les accusations portées contre lui étaient fausses. L'analyse des témoignages et des preuves par le juge était approfondie et méthodique. Il a examiné chaque élément de preuve utilisé pour étayer les accusations portées contre l'île Dave et a évalué s'il confirmait les conclusions qui en avaient été tirées. L'enregistrement de la conversation téléphonique a été analysé en détail, avec une attention particulière portée au contexte des déclarations et aux différentes interprétations possibles. Le témoignage des agents fédéraux a été jugé déterminant en raison de leur obligation professionnelle de tenir des registres précis et de leur absence de motivation apparente à mentir sur le rôle de l'île Dave en tant qu'informateur. La cohérence de leurs témoignages, recueillis auprès de plusieurs agences et juridictions, a renforcé la crédibilité de leurs déclarations. La rétractation d'Annie a été examinée avec soin, en tenant compte de ses motivations initiales et de son aveu ultérieur de leur fausseté. Le juge devait déterminer si son témoignage était plus crédible que ses accusations initiales, en considérant le contexte émotionnel des deux déclarations. La décision du juge, concluant à l'insuffisance de preuves pour établir que l'île Dave avait été un informateur du gouvernement, reposait sur l'absence totale de documents qui auraient dû exister en cas de relation de ce type. Les agences fédérales tiennent des registres détaillés de leurs relations avec les informateurs pour des raisons juridiques et administratives, et l'absence de tels registres constituait un indice probant d'absence de coopération formelle. Toutefois, la décision du juge était formulée avec soin afin d'éviter d'innocenter totalement l'île Dave ou de condamner entièrement les Mongols pour son expulsion. La décision portait sur la question juridique de savoir s'il existait suffisamment de preuves pour annuler la condamnation de l'organisation pour faute grave du procureur, plutôt que de porter des jugements plus généraux sur les conflits personnels ou organisationnels en jeu. Le refus d'un nouveau procès pour les Mongols a confirmé leur condamnation et maintenu la procédure de confiscation de leurs marques et de leurs logos. Ce résultat a constitué une victoire pour la stratégie de poursuite du gouvernement et a confirmé que les preuves présentées lors du procès initial étaient insuffisantes pour justifier la condamnation, indépendamment des doutes concernant la prétendue collaboration de l'île Dave. Pour l'île Dave, personnellement, la décision du juge a constitué une forme de réhabilitation partielle, confirmant l'absence de preuves étayant les accusations qui avaient mis fin à son leadership. Cependant, cette réhabilitation juridique est arrivée trop tard pour lui permettre de retrouver sa place au sein de l'organisation ou de réparer les relations mises à mal par la controverse. Cette décision a également mis en lumière le caractère tragique de toute cette situation. Une organisation avait détruit l'un de ses dirigeants les plus efficaces sur la base d'accusations qui se sont révélées infondées. Des conflits personnels et des problèmes familiaux avaient perturbé le processus de décision, entraînant des conséquences néfastes pour toutes les personnes concernées. L'organisation mongole se retrouva dans une situation délicate. Elle avait destitué un chef qui ne l'avait pas trahi, tout en subissant les conséquences juridiques et financières de sa condamnation. Elle avait été privée de son leadership durant l'une des périodes les plus difficiles de son histoire, suite à de fausses accusations et à des malentendus.
Pour l'île Dave, la victoire avait un goût amer. Si sa réputation était désormais rétablie juridiquement, les dégâts causés à ses relations personnelles et à sa position au sein du club de motards étaient irréversibles. L'organisation à laquelle il avait consacré sa vie l'avait rejeté sur la base de mensonges, et il était impossible de réparer cette trahison ou de récupérer ce qui avait été perdu. Cette affaire sert d'avertissement quant au danger de laisser les conflits personnels et les émotions l'emporter sur le jugement rationnel, surtout dans les situations critiques où la réputation, les moyens de subsistance, voire des vies sont en jeu. Elle démontre à quelle vitesse des décennies de loyauté et de service peuvent être anéanties par de fausses accusations et combien il peut être difficile de réparer les dégâts une fois causés, même lorsque la vérité finit par éclater. L'histoire de l'île Dave et des Mongols nous rappelle que parfois les attaques les plus dévastatrices ne viennent pas d'ennemis extérieurs, mais de l'intérieur, et que les liens de fraternité et de loyauté qui soudent les organisations peuvent être plus fragiles qu'il n'y paraît.